Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Niger et de la France. Niamey annonce avoir arrêté un agent des renseignements français. Le pouvoir du Niger a annoncé avoir arrêté un agent des renseignements français. Il a été arrêté le mercredi 13 novembre. Il s'appelle Marius Bercia. Il est présenté, comme je le disais, comme un agent de la DGSE, le service des renseignements français. Il est présenté à la télévision publique donc, comme étant un agent français dans le but de déstabiliser le Niger. On sait que les relations entre le Niger et la France sont très tendues depuis le coup d'État qui a porté au pouvoir le général tombeur de Bazoum, le général Tiani, et la France même considère qu'il s'agit d'un ancien légionnaire selon des sources diplomatiques françaises. Il s'agissait d'un ancien légionnaire qui s'est converti à d'autres fonctions et serait au Niger dans le cadre de ces nouvelles fonctions avec des entreprises privées. Et c'est dans ce cadre qu'il aurait été arrêté. Mais selon le pouvoir nigérien, il se serait présenté en France plutôt avec un passeport roumain, ce qui a donc suscité des suspicions, même si le monsieur, avec ses précédents voyages, s'était présenté en tant que Français. Alors, il a été arrêté, présenté comme agent des renseignements français. L'est-il vraiment ou pas? La France ne le pense pas, mais nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Maololo Samson Arlidja. Voilà, les relations sont très tendues entre la France et le Niger. Et on sait que les pays de l'AES sont trouvés très vigilants en ce qui concerne l'identité de ceux qui rentrent dans ces pays parce qu'ils soupçonnent surtout les pays étrangers, particulièrement la France, de vouloir les déstabiliser. Un ancien agent un ancien légionnaire, voilà, qui aujourd'hui, selon la France, est converti, a été arrêté pour le Niger. C'est un agent des renseignements français. Oui, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais une chose que nous savons tous, c'est que la France n'a jamais laissé ses anciennes colonies lui échapper aussi facilement. Donc, que le Niger, le Mali ou le Burkina Faso soient sur leur garde, ce n'est qu'une bonne cause, et ça s'inscrit justement dans une connaissance de l'histoire de la France en tant que puissance colonisatrice et prédatrice. Maintenant, nous allons revenir un peu sur le pédigré ou sur l'identité même du personnage de Marius Bercia. Une personne qui effectue plusieurs voyages en France avec un passeport français et qui se présente un jour à l'aéroport avec un passeport roumain. Déjà, qui fait plusieurs voyages au Niger. Voyages au Niger avec un passeport français. Et qui se présente un jour à l'aéroport avec un passeport roumain. Si ce n'est pas pour cacher qu'il est un Français, quel serait l'intérêt de cette démarche? Et s'il veut cacher qu'il est français, pourquoi veut-il cacher qu'il est français? Ensuite, nous avons aussi les anciennes fonctions. C'est un ancien légionnaire qui se serait converti à des activités de conseil en sécurité. Consultant en sécurité. Conseil en sécurité, consultant en sécurité. Ce n'est pas... Il ne vend pas du pain. Il est conseiller en sécurité, il fait de la consultation en sécurité. Et il aurait travaillé précédemment, justement, pour la compagnie d'exploitation de pétrole du Niger, la CNPC. Donc, lorsque vous voyez un profil comme ça, qui entre dans le pays pour une mission, pour une entreprise privée, qui est sûrement une entreprise de sécurité, et qui cache son identité, il pourra se défendre en disant qu'il l'a fait parce que la France, justement, a actuellement des relations mauvaises avec le Niger et qu'il ne veut pas être ostracisé. Voilà. Il pourra se défendre en disant cela. Oui. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui doivent éveiller des soupçons dans n'importe quel pays qui sait qu'il est sur un pied de guerre avec un autre pays. Et ce qui pousse aussi à penser que la France ou bien que le Niger ne se trompe pas, c'est que la DGSE qui a été interpellée a refusé de commenter les informations. Simplement, il n'y a pas eu de démenti, il y a juste eu un refus de commenter. Donc, quelle sera la suite? Nous ne le savons pas. Est-ce que le Niger va juger Marius Bercia ou le renvoyer dans son pays d'origine qui est la France? On ne saura le dire pour le moment. Actuellement, l'individu bénéficie de la protection consulaire. La France n'étant plus au Niger, c'est l'Italie qui a su conserver ses relations avec le Niger, qui s'occupe pratiquement de sa protection consulaire. Mais tout cela nous pousse à nous demander jusqu'à quel point est prêt à aller les anciennes puissances coloniales pour maintenir leur mainmise sur les pays qui veulent émerger. Cela, je chute à ce niveau et nous reviendrons après sur le sujet.
Merci beaucoup à vous. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect. Merci. Alors, Kokouvi Abaili Abassa, un Français qui se présente au Niger avec un passeport roumain, il est arrêté, il est présenté comme étant un agent des renseignements français, mais de certaines sources de la France, il s'agit d'un citoyen français qui est en train de travailler pour des sociétés, en tant que consultant pour des sociétés privées, et donc au Niger, et donc on n'avait pas le droit de le considérer comme étant un agent des renseignements. Le service des renseignements à la DGSE contacté n'a pas voulu répondre à la question. Oui, c'est de bonne guerre de ne pas répondre à cette question parce que quand vous êtes un espion ou bien un envoyé dans un pays, quand vous faites démasquer, votre patron ne vient pas directement pour vous défendre, mais remet le dossier à la diplomatie pour que la diplomatie puisse s'occuper de votre cas. Ça a été toujours comme ça depuis l'Antiquité. Nous savons que la diplomatie et l'espionnage marchent de pair. C'est toujours deux choses, c'est deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc, nous-mêmes, nous savons, tout le monde sait aujourd'hui tout ce qui se passe entre la France et le Niger actuellement et tous les autres pays du Sahel. Donc, et bien évidemment que la France ne peut pas laisser le Niger sans avoir des espions, sans avoir des agents de renseignement qui pourraient permettre, par exemple, d'informer la DGSE et autres organisations qui existent sur le terrain, qui s'occupent de l'espionnage pour l'État français et ses alliés, d'envoyer ces éléments sur le terrain. La France va toujours envoyer. Et ce n'est pas... Aujourd'hui, on parle d'un Français, comme on appelle, de nationalité. Il y a plus d'agents de renseignement qui sont des Nigériens, qui travaillent pour la DGSE, certainement au niveau du Niger. Surtout que le recrutement, vous allez sur le site du DGSE, vous pouvez postuler pour être un agent de DGSE très facilement. Ils font leur enquête sur vous, ça va dans leur cadre, comme on appelle, on vous emploie. Et un pays qui a le renseignement domine toujours. Donc, avoir des espions sur le terrain, ça c'est une chose très facile. L'envoyé spécial du président Emmanuel Macron avait déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale tout récemment que, je parle de Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, qu'en moins de quelques jours, ils ont réuni 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour pouvoir intervenir au Niger au cas où il y a lieu d'intervenir. Cela veut dire que ils anticipent sur les éléments et ils étaient prêts à intervenir si la CEDEAO avait donné son OK pour l'intervention directe au niveau du Niger. Donc la France était prête. Donc cela veut dire que tout ce que les Nigériens sont en train de faire aujourd'hui, la France veut vouloir savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Est-ce qu'il peut avoir des moyens d'intervenir rapidement pour essayer de faire fléchir, le pouvoir en place, ou de faire tomber le pouvoir en place pour pouvoir mener des civils, afin de pouvoir continuer par collaborer facilement avec les nouvelles autorités qui viendront au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal. Allons-y dans l'histoire pour voir à peu près ce que un monsieur comme Jacques Foucault avait fait en Afrique. C'est lui-même qui avait déclaré clairement ses actions qu'il a eu à mener. Ses descendants, ceux qu'il a formés, déposés avant son décès, les gens comme Robert Bourgi et autres, qui ont continué par exercer toujours dans la même sillage, c'était l'espionnage, comment influencer un pays, comment faire tout pour pouvoir tenir un pays. C'est ce que la France sait faire. Et toutes les puissances le font. Et un pays qui veut évoluer doit avoir un renseignement très efficace pour anticiper sur les politiques étrangères ou bien même les politiques internes des pays voisins ou d'autres pays avec qui on collabore. Mais non, ce qui se passe, c'est que cet agent, il est arrêté, il est présenté comme un agent de renseignement, mais lui ne le reconnaît pas, il ne se reconnaît pas. Il ne va jamais le reconnaître, bien sûr. On le présente pour son passé comme étant un ancien légionnaire. Au niveau de Paris, on dit que non, le monsieur n'a rien à voir avec les renseignements, on contacte les renseignements. Les renseignements ne veulent pas répondre. Peut-on dire que les renseignements, au moins, puissent vous parler de renseignements audits? Pour pouvoir contrer ces choses, il faut avoir de bons renseignements. Peut-on dire au moins que le Niger a de bons renseignements, au moins sur cet aspect? Bien sûr, bien sûr. Si pouvoir l'arrêter, déjà, c'est un bon renseignement. Et ce n'est pas tous les pays qui arrivent facilement à détecter ces agents de renseignement. Soit il a contacté directement les agents de renseignement du Niger avec qui il collabore pour des choses qui peuvent les arranger, ce qui n'est pas évident avec le pouvoir en place actuellement, ou soit il travaille avec les anciens agents de renseignement où il savait
ces mouvements sur le terrain. C'est pour cela qu'en venant, désormais, ils changent de passeport. Peut-être pour essayer d'éviter, comme on appelle, les surveillances des autorités locales. Il faut dire que ce n'est pas seulement au Niger qu'il va souvent. Il a été conseillé aussi en Irak, en Algérie. Alors que nous savons ce qui se passe entre l'Algérie et les pays de l'AES actuellement en matière d'hébergement de certains terroristes, surtout au sud de l'Algérie, d'après l'accusation de certaines personnes. En parlant de relations, l'Algérie a pour le moment de bonnes relations avec le Niger au moins. Avec le Mali, avec le Mali non, mais avec le Niger. Non, attendez. Les pays de l'AES font front commun en matière de renseignement, en matière d'intervention militaire. Donc, ne croyez pas tout de suite que l'ennemi de mon ami sera forcément mon ami. Ce n'est pas toujours évident, surtout en matière de renseignement. Et les terroristes qui interviennent au Mali, c'est presque les mêmes qui interviennent au Niger et au Burkina Faso. Et si on arrive à héberger des terroristes contre un pays voisin, cela veut dire que vous êtes tous dans la nasse. C'est tout à fait clair. Donc, que personne ne soit, comme on appelle, les pays, on s'appelle des pays amis, mais chacun cherche que ses intérêts. Et pour l'Algérie, avoir le Sud bien protégé par les éléments bien placés, ça les protège eux-mêmes. Parce que ces terroristes avaient commencé par faire des exactions en Algérie avant de les chasser vers le nord du Mali. Et ce sont ces mêmes, comme on appelle, Algériens, qui savent négocier désormais avec ces terroristes pour que le Sud de l'Algérie ne soit plus attaqué. Donc, les héberger là-bas, c'est tout à fait logique pour eux. Mais en matière de renseignement, en matière de la stabilité pour les pays de l'AES, c'est quelque chose quand même qu'il faut vraiment bien surveiller. C'est ce que fait bien actuellement le Niger en arrêtant ces agents de renseignement qu'il découvre sur son terrain. Mais après les enquêtes, s'il découvre que ce n'est pas un agent de renseignement, ce qui me serait vraiment moins plausible, s'il découvre que c'est de tel, comme on appelle, c'est quelqu'un qui n'est pas un agent de renseignement, ils vont le renvoyer dans son pays. Mais ça m'étonnerait quand même qu'on en arrive là, surtout que c'est un ancien légionnaire et il a beaucoup exercé dans plusieurs théâtres de guerre et il est devenu conseiller spécial ou bien consultant en sécurité pour plusieurs sociétés privées dont pour la plupart vous ne savez réellement ce qu'ils sont en train de faire dans vos pays. Avoir ce genre de personnes sous vos bottes, surtout s'il y a de crise entre deux pays, mais il faut réagir rapidement et c'est ce que le Niger est en train de faire. On ne peut que les féliciter, que la France aussi trouve les moyens facilement, s'il y a lieu de faire sortir, d'extraire son agent de renseignement dans ce lot. Merci beaucoup. Avocat Kouvia Baili, Abassa. Alors, Gabin Adjaro, que dire de cette situation français arrêté qui s'est présenté au Niger avec un passeport roumain? Les services de renseignement, peut-être nigériens, l'ont arrêté, l'ont présenté et comme étant un agent des renseignements français, ce que officiellement, pour le moment, la France ne s'est pas encore prononcée, mais des sources proches, des sources diplomatiques annoncent qu'il n'est pas reconnu comme tel et que la DGSE n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas être surpris que la France ne reconnaisse pas qu'il soit un agent de renseignement. Au grand jamais, jusqu'à la tombée de la nuit, la France ne devra jamais accepter que c'est un agent de renseignement. C'est tout à fait normal. Parce que là, c'est se foutre le doigt dans l'œil. On a toujours reproché à la France cette proximité-là au niveau des frontières du Niger, du Burkina et du Mali. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir ce genre de situation. Il faut féliciter le service de renseignement nigérien qui a pu arrêter cet individu-là parce que ce n'est pas fameux pour quelqu'un qui a l'habitude de venir dans le pays. C'est facile de connaître des couloirs, surtout qu'il est consultant en sécurité des sociétés privées dans le pays. C'est aussi ça, il faut bien que l'État nigérien vérifie ce que ces sociétés-là sont en train de faire dans leur pays et qui ils engagent. Parce que c'est très important d'arriver quand même à connaître ceux-là qui animent une société et surtout en matière de sécurité, même si c'est privé, c'est quand même très important de connaître ces gens-là et surtout ceux-là qui les animent, ceux-là qui les conseillent, ceux-là qui les entraînent et tout. Moi, le monsieur, vous savez, le Niger, c'est un pays ouvert. C'est vrai qu'il y a eu des démêlés avec la France au point où l'ambassade française est fermée au Niger. Mais les Nigériens n'ont aucun problème
avec les Français. Il y a plein de ressortissants français qui sont au Niger actuellement. D'autres sont même mariés. Ils sont au Niger en train de faire leurs affaires. D'autres vont et reviennent à chaque moment. Donc, ce n'est pas que le Niger a fermé aux ressortissants français. Mais pourquoi cet individu a été arrêté? Ce n'est pas seulement parce que, bon, lui, il a exercé dans l'armée française, c'est un agent de DGSE. Le Niger n'a rien à foutre avec ça. La preuve, il était bien avant agent de cette structure française, mais il venait au Niger, il n'y avait pas de problème. Mais tout d'un coup, il vient, il repart, et avant de revenir, il change de nationalité. Alors qu'on ne connaissait pas sa double nationalité. Et il vient dans le pays. Maintenant, quel est ton cahier de charge? Tu dis, bon, tu es juste consultant en sécurité. Tu ne détailles pas ce que tu es venu faire de manière prompte aux agents de renseignement et tu refuses même de répondre à certaines questions. Ça veut dire que tu as un agenda caché et tu es là pour une mission bien fixée par peut-être le service de renseignement français et autres. Je ne suis pas étonné, d'autant plus que la dernière fois, le Niger avait revendiqué le soutien aux rebelles qui ont attaqué le Mali. Ça veut dire que sur nos côtes, au niveau de nos frontières, les États qui se disent puissants veulent tout faire pour pouvoir nous déstabiliser. Et la France prend son départ du Sahel comme un affront qu'il faut forcément laver. Du coup, eux, ils se disent, peu importe les moyens par lesquels on va y arriver, on va déstabiliser ce régime-là. C'est pourquoi... C'est ce que vous pensez. C'est ce que je pense. C'est mon analyse. C'est ce qui semble évident. C'est ce que je pense, c'est mon analyse. Et moi, connaissant la France et tout ce qui s'en est suivi, Abba Elia a cité tout à l'heure les hommes de main de l'Élysée qui ont eu à déstabiliser l'Afrique. Oui. Sankara a subi les conséquences. Voilà. Oui. Et même, Ibrahim Traoré avait dit que son pays avait servi de base de déstabilisation à d'autres pays. Ce qui veut dire que même les pays de l'AES aujourd'hui doivent faire très attention et doivent essayer quand même de surveiller les pays limitrophes. Parce que ces pays-là peuvent servir de base. Notamment, quand ce coup d'État avait eu lieu, les pays se sont dit, on est prêt à intervenir militairement au Niger. Alors qu'il y a un accord de non-agression entre les pays de la CEDEAO. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là étaient prêts à tout, pas pour sauver le Niger, pas pour aider le Niger, mais pour sauver leurs amis Bazoum et pour permettre aux intérêts français de prospérer. Alors, finalement, est-ce que cela ne vient pas encore créer la distance entre le Niger et la France avec cette suspicion d'agents de déstabilisation qui seraient envoyés par la France pour déstabiliser le Niger? On sait, depuis que ça a commencé, c'est surtout le Burkina qui parle régulièrement de ces déstabilisations. Voilà le Niger qui arrête quelqu'un qui présente comme un agent venu de la France pour le déstabiliser. Est-ce que finalement, ça ne continue pas à creuser encore plus le fossé entre la France et les pays du Sahel? Oui, mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute à la France. Les pays sahéliens n'ont jamais demandé à la France des choses extraordinaires, juste du respect, juste de la considération et juste le fait qu'on reconnaisse leur souveraineté. Quand vous êtes dans un pays depuis 60 ans, que vous extrayez de l'uranium, que vous parvenez avec ça à développer une industrie à votre niveau, mais que vous êtes dans un pays où le taux d'électrification est de 19%. Vous ne pouvez pas être étonné qu'un jour la personne vous dise, vous savez quoi, pliez bagages. Bien sûr. Donc, c'est de la faute à qui? C'est de la faute à la France. Maintenant, pour revenir un peu sur la question que vous avez posée tout à l'heure à M. Abassa, les services de renseignement français et nigériens sont un produit des services de renseignement français et américains. Oui. Donc, il n'y a pas eu de scission dans l'armée ou dans l'armée nigérienne après le coup d'État. Ce sont les mêmes personnes que la France a formées qui ont peut-être travaillé auparavant avec M. Bercea, qui l'ont reconnu et ont su que cette personne-là n'est pas sur le territoire pour rien. Maintenant, tout semble indiquer que la France en veut à ce pays. Parce que vous allez voir un pays dans lequel il y a un coup d'État et 3-4 mois après, il y a 4 groupes rebelles qui se forment et qui parviennent à avoir des armes
extraordinaire, au point d'attaquer les oléoducs, de les détruire et d'empêcher l'exploitation du pétrole. Avec des déclarations va en guerre. Va en guerre. Oui. Maintenant que le pouvoir nigérien a pu trouver la voie du dialogue pour commencer par faire plier certains groupes rebelles, ce qu'on a actuellement, c'est que dans la région de Maradi, qui est frontalière avec les États de Sokoto et certains États du Nigeria, on a un groupe terroriste, la Kouraya, qui émerge de nulle part et qui crée un autre front. Parce que maintenant, il y a la zone des 3 frontières, qui est le Niger, le Burkina, le Mali. Et il y a aussi une zone des 3 frontières qui est maintenant le Bénin, le Nigeria et le Niger. Maintenant, comment ces groupes armés arrivent-ils à trouver les armes? Et pourquoi, justement, c'est quand il y a des messieurs à Niamey qui disent on veut être indépendant, que brusquement ces gens-là ont des armes et comment pas des menaces. Je ne dis pas que j'ai des preuves que la France est coupable, mais tout cela, lorsqu'on retourne dans le passé et on voit les faits d'armes de la France en Afrique, je crois que la conclusion est vite tirée. Et si les relations s'enveniment entre la France et l'Afrique, ce n'est sûrement pas de la faute des Africains. Donc, il y a ça. Peut-on pour autant remettre la faute sur la France au regard de ce qui se passe et d'un agent qui est présenté comme un agent des services de renseignement français, même si officiellement il n'est pas reconnu comme tel? Oui, jeter la faute à la France, je ne pense pas que c'est fortuit. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi la diplomatie française s'est lancée directement? Le gars est venu avec un autre passeport, donc une autre nationalité, mais c'est la France qui fait pieds et mains par sa diplomatie pour libérer la personne. Pourquoi la Roumanie ne dit rien? Voilà, pourquoi la Roumanie ne réagit pas et que c'est la France qui vient le livrer, qui vient le délivrer. Pourtant, il est parti avec un autre passeport sur le territoire nigérien. Vous savez, si on veut se poser un peu la question par rapport à l'histoire, même pour le Togo, l'assassinat de Sylvanus Olympio, la guerre Biafra, étudier un peu l'histoire de Bob Denard, de Jacques Faucard et Robert Bourgier et ses consorts, mais on se rend compte que c'est le même modus operandi. Et si un agent de renseignement s'est fait brûler la tête, on ne va pas avec les moyens de renseignement pour le délivrer. On va toujours avec la diplomatie. Et c'est ce que la France est en train de jouer. Donc, si la France est accusée, bon, tant mieux. Si elle peut justifier que ce n'est pas un agent de la DGSE de la France, que la France se justifie. Mais qu'on n'accuse pas les Nigérians d'avoir fait leur boulot en arrêtant quelqu'un qui est soupçonné de renseignement, d'un agent de renseignement sur son territoire, surtout s'ils sont en train de constater que ce renseignement, ce n'est pas pour aider le Niger, mais plutôt contre le Niger. Gabin, quelque chose à ajouter? Oui, vous savez, c'est grave. C'est tellement, ce qu'on est en train de dire là, c'est tellement grave que, bon, c'est vrai, certaines personnes vont banaliser que non, les Nigériens, bon, peut-être ils sont paranoïaques, ils voient le mal partout et tout. Mais il faut dire que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Et à un moment donné, je pense que pour notre souveraineté, pour notre autonomie, on doit pouvoir se lever et chacun doit être le gendarme de l'autre. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et nous avons des frontières poreuses. Donc, nous devons nous lever pour pouvoir bien sécuriser nos frontières et savoir réellement qui rentre dans nos pays et qui ne rentre pas. Parce que c'est tellement facile pour quelqu'un de rentrer dans nos pays, peut-être de prendre même la route et d'arriver dans un autre pays et faire du mal. Donc, c'est un moment où les pays doivent se serrer les coudes pour pouvoir arriver quand même à démanteler ces réseaux-là qui veulent déstabiliser nos pays. C'est vrai que, bon, vous savez, ces pays-là, les puissances, la plupart du temps, eux, ils ne règnent que par la division, ils ne règnent que quand il y a déstabilisation. Donc, vous aurez pu constater au Soudan, tout ça, il y a la guerre et tout. Aujourd'hui, le Soudan et le Tchad ne s'entendent même plus, alors que les Soudanais, entre-temps, trouvaient refuge au Tchad. Donc, vous voyez un peu, c'est dans la déstabilisation, c'est dans la séparation que ces puissances-là arrivent à trouver gain de cause. Donc, si nous nous serrons les coudes et que nous disons que, bon, voilà, nous sommes des frères, nous devons marcher ensemble et que la liberté de l'un dépend de moi et que moi aussi, mon indépendance et mon autonomie dépendent de l'autre, je pense qu'on pourra aller de l'avant. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.